à tous. On va, je pense, démarrer cette table ronde avec quelques minutes de retard et puis les prochaines personnes nous rattraperont en cours de route. Merci d'être venu assister à cette table ronde consacrée à un sujet qui va profondément transformer notre métier, c'est-à-dire l'arrivée du Software Defined Vehicle, autrement dit la voiture définie par le logiciel. Alors c'est une évolution, une révolution plus exactement, silencieuse mais majeure, puisque dans un véhicule traditionnel, chaque fonction repose aujourd'hui sur un calculateur dédié. Et avec le SDV, tout est désormais centralisé autour de quelques ordinateurs puissants, connectés en permanence au cloud. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'une voiture pourra demain recevoir à distance des mises à jour logicielles, activer de nouvelles fonctions après l'achat ou corriger parfois certaines pannes sans passer par l'atelier. Alors évidemment, c'est une évolution qui change tout, évidemment pour les constructeurs, mais aussi pour les métiers de l'après-vente. Cette mutation, elle ouvre de grandes promesses, maintenance prédictive, personnalisation du véhicule, mais également nouveaux services connectés que nous verrons plus tard. Cette mutation, elle pose aujourd'hui de véritables questions. Qui aura accès aux données ? Quelle place pour les réparateurs indépendants ? Et surtout, quelles nouvelles compétences faudra-t-il acquérir pour ces ateliers ? D'ici 2030, plus de 80% des véhicules neufs seront des SDV. L'électronique, le logiciel et la donnée vont représenter alors jusqu'à la moitié de la valeur d'un véhicule. Autrement dit, l'après-vente entrera alors dans l'ère du code. Alors pour décrypter ces enjeux, nous avons réuni 3 acteurs majeurs parmi les équipementiers automobiles qui accompagnent cette transformation au quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir donc Rodolphe Place, directeur du développement logiciel chez Bosch. Clément Perrin va suivre l'ordre de la hiérarchie qui est affichée sur la slide. Et Clément Perrin, directeur IAM chez LA Forvia France. Et enfin, Derek Desbonneaux, vice-président Software Defined Vehicle Product chez Valeo. Messieurs, bonjour. Alors, j'ai une petite slide d'introduction. Voilà, c'est parfait. On va commencer avec vous, Rodolphe. Je viens de présenter sommairement ce qu'était le Software Defined Vehicle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être simplement ce que c'est aujourd'hui une voiture définie par le logiciel et en quoi cela change par rapport donc, aux architectures électroniques que l'on connaît maintenant dans l'industrie automobile depuis quelques années ? Donc, bonjour à tous. Alors, il peut y avoir autant de définitions. Je pense qu'on discute avec des spécialistes sur le SDV. Ce que l'on retient chez nous, c'est essentiellement 2 choses. Une évolution des architectures électroniques des véhicules avec une diminution des nombres des ECU, ce qui a pour conséquence la concentration que sur certaines d'entre elles de la puissance de calcul et sur celles plus en périphérie du véhicule, plus spécialement dédiées aux capteurs et actionneurs. Et ça va de pair d'un point de vue logiciel, donc on va parler du hardware, d'un point de vue logiciel, d'un passage vers, si on veut vulgariser, des technologies de l'IoT, de telle sorte à pouvoir développer ces fameuses applications pour augmenter les capacités du véhicule. Derek, je vais poursuivre avec vous, puisque le SDV, c'est un sujet évidemment que vous suivez de très près chez Valeo. Je crois que vous avez fait quelques annonces récemment lors des derniers salons IAA. Concrètement, que peut faire aujourd'hui un SDV que ne fait pas une voiture actuelle qui circule sur nos routes ? Oui, bonjour à tous. Je pense que on vous entend. Je pense que l'explication de Rodolphe était très bien. C'est une centralisation de puissance de calcul dans la voiture. Et une fois que c'est centralisé, ça permet que la voiture puisse évoluer dans le temps, comme avec l'IoT et autres. Ça veut dire que la voiture qu'on achète dans le concessionnaire, une fois qu'on commence à conduire et on veut avoir des fonctions en plus, finalement, on peut les mettre dans la voiture. Ça veut dire, si on parlait des projecteurs juste avant, si on achète une voiture avec un niveau de phare, de projecteur,
et on déménage, on n'est plus au centre-ville et on veut avoir une phare qui est un peu plus puissant. Ouais. Si la voiture est équipée avec le hardware dès le départ, on peut toujours, comme une IoT, juste acheter la fonction d'un projecteur un peu plus performant et là, la voiture va être plus performante au niveau d'éclairage. Quand on a préparé ensemble cette table ronde, Derek m'avait dit le SDV, c'est aussi une nouvelle architecture électronique, ce que j'évoquais dans mon introduction. Concrètement, est-ce que vous pouvez revenir sur cette architecture, comment elle fonctionne et surtout quelles sont les étapes qui restent à franchir pour qu'elle se généralise dans l'industrie automobile? Ouais, je pense que c'est le plus grand étape, c'est une architecture électronique. Alors, c'est une centralisation des calculateurs. Dans une voiture dite normale, aujourd'hui, on a une centaine de petits calculateurs. Dans une SDV, on les centralise dans 4, 5, même presque 10 calculateurs. Et en faisant ça, ça nous permet de réutiliser la puissance de calcul pour plusieurs fonctions dans la voiture. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On vient d'avoir le lancement du BMW iX3 au salon de Munich, Oui. où Valeo est un partenaire, et on a fait le domaine contrôleur lié à l'ADAS. Tous les constructeurs sont en train de travailler sur leur propre SDV. On a annoncé aussi qu'on travaille avec Renault, qui sont en train de préparer leur SDV. Mais tous les constructeurs en Europe sont, je dirais, à 2-3 ans près de lancer leur propre SDV. Ça ne veut pas dire que toute la flotte en Europe, ça va être des SDV, mais c'est le début, et ça va continuer après ça. Ça va arriver progressivement. Vous souhaitiez réagir, Rodolphe? Oui. Alors juste pour compléter, Oui. parce qu'une voiture ne sera pas uniquement les 4 routes avec la carrosserie qu'on connaît, mais elle se déplacera toujours avec un cloud au-dessus d'elle. Et ça, c'est aussi une grosse nouveauté. Quand on achète une voiture, on achète donc aussi des applications qui sont en partie hébergées dans un cloud. Et ça, technologiquement, c'est une grosse différence. Et aussi, quelque part, c'est la raison pour laquelle Derek et moi, on est là aujourd'hui. Il y a 4-5 ans, on n'aurait pas été là, parce que le SDV, nous, on est de la première monte. Donc avant, notre vie s'arrêtait au SOP du véhicule. Maintenant, la vie d'un véhicule, grâce au SDV, va continuer, la voiture va continuer d'évoluer une fois qu'elle est sortie de l'usine. Donc, quelque part, les gens de la première monde vont continuer à avoir d'activité en continuant à faire évoluer la voiture. Cette révolution, on va le voir, elle a été amorcée il y a déjà quelques années. On sait que les constructeurs chinois ont pris une certaine avance sur le SDV. Tesla également, c'était un des premiers constructeurs à développer ce type de véhicule. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Rodolphe, cet écart et surtout comment l'industrie européenne peut combler ce retard dans les prochaines années? Question pas facile. Hein. Effectivement. Alors, factuellement, ce qu'on peut observer, effectivement, c'est que les constructeurs chinois plus particulièrement ont entre 3 et 5 ans d'avance sur les constructeurs européens et qui même, eux, sont, on peut dire, quelque part en avance sur les constructeurs, les 3 constructeurs américains. Alors après, comment compenser ça? En travaillant beaucoup. Après, sur les modèles de financement, hein, les constructeurs chinois ont des aides un peu supérieures aux constructeurs européens qui doivent compter uniquement sur leurs propres revenus. Je vais formuler ça de cette manière-là. Et puis également aussi, il y a une difficulté pour les nouveaux entrants. Une difficulté pour les constructeurs historiques qui ont et qui doivent maintenir leur architecture. Alors nous, on appelle ça la legacy architecture, donc l'architecture qui existait avant. Il y a un héritage, alors que des nouveaux, type des Tesla, ils ont commencé de la feuille blanche. Certains constructeurs chinois également, hein, Xiaomi, ils faisaient que des téléphones portables, et puis en 2 ans, ils ont mis au point une voiture. Et eux, ça reste quand même un avantage, parce que d'un point de vue investissement, les constructeurs traditionnels doivent à la fois maintenir les architectures anciennes, maintenir des architectures hybrides, un peu entre les deux, et puis lancer des véhicules complètement software-defined véhicules. Donc ça fait un coût supplémentaire. Donc là, c'est une difficulté également pour eux et pour nous également, fournisseurs de rang 1, 2 ou N, puisqu'on doit maintenir des produits de, tout type de génération.
Allez-y, je vous en prie, Derek. Oui, je pense que c'était bien expliqué, mais je rajouterais juste, quand on regarde Tesla, quand on regarde Xiaomi, Xiaopeng, ils font que des voitures électriques. Et ils ont une architecture. Oui. C'est beaucoup plus simple de lancer une nouvelle architecture SDV avec une page blanche et on n'a rien d'autre à intégrer dans la voiture. Ce qu'on a vu avec BM, la nouvelle architecture qu'ils ont, ça marche aussi bien qu'avec une voiture électrique qu'avec un moteur de combustion. Pareil avec tous les SDV qui sont en train de sortir aux US. Et ce niveau de complexité a dû prendre un peu de temps pour développer. Ce n'est pas si basique que juste on lance une nouvelle voiture. On a besoin d'une architecture électronique, alors pourquoi pas on fait une architecture SDV. Et eux, c'est le legacy, le fait que c'est multi-propulsion, ça prend un peu plus de temps pour développer. Les constructeurs européens, enfin historiques, doivent composer avec cet héritage que vous venez d'évoquer, et tout en avançant donc, sur le SDV, avec votre aide, vous, les équipementiers sur le sujet. Je reviens vers vous, Rodolphe, parce qu'on sait, Bosch notamment mise beaucoup sur le logiciel embarqué et le cloud. Vous avez une division dédiée à ce sujet désormais. Est-ce que cela change votre rôle traditionnel d'équipementier automobile, et si oui, comment? Ah oui, complètement. D'un point de vue compétences, alors là je parle plus particulièrement pour les équipes d'ingénierie, je peux prendre mon cas personnel, mais on pourrait le généraliser. J'ai commencé dans les moteurs essence, sur du contrôle moteur classique, et aujourd'hui on discute de cloud, d'API, de choses comme ça, tout un vocabulaire qui m'était complètement inconnu il y a encore quelques années. Et donc on doit profondément et rapidement muter les compétences de nos équipes pour répondre aux besoins du software defined vehicle. Donc ça, et de ce point de vue-là, en tout cas en tant que Bosch, on essaye maintenant de réellement se positionner en tant qu'entreprise de logiciels, et pas que logiciel embarqué, mais logiciel en général, embarqué, débarqué, cloud, etc. Ce qui ne va pas sans conséquence également sur les business économiques qui en découlent. Oui. Nous, on vendait à la pièce. Maintenant, il va falloir vendre un petit peu différemment. Vous souhaitiez réagir peut-être, Derek, parce que votre rôle également a changé chez Valeo. Chez Valeo aujourd'hui, à peu près 40% des ingénieurs sont des ingénieurs soft system. Alors, on a complètement transformé les dernières années pour vraiment se centraliser un peu plus sur le soft. Rodolphe l'a dit au départ, quand on vend un système de soft aujourd'hui, ce n'est pas jusqu'au SOP de la voiture. Ça dure 10-15 ans jusqu'à le fin de vie de la voiture. Et il faut le maintenir. Il faut le maintenir pour s'assurer que ça marche aussi bien avec les autres mises à jour d'autres logiciels dans la voiture. Mais il faut aussi le maintenir pour le cyber. Et la sécurité devient quelque chose de critique pour toutes les voitures connectées. Et à la base, une SDV, c'est une nouvelle architecture d'une voiture connectée. Et le fait que le maintenance, toute la période après achat de voiture est aussi important pour Valeo comme tous les autres fournisseurs de soft. Ça change un peu l'approche de faire du soft dans la voiture. Ce n'est pas juste au niveau livrer la fonction, mais c'est aussi comment on va le maintenir dans le temps. Donc, nouvelle compétence pour les équipementiers qui ont troqué, on va dire, la clé à molette pour schématiser avec le clavier d'ordinateur. Clément, je me tourne vers vous parce qu'on va parler un petit peu plus d'après-vente maintenant. Du point de vue des équipementiers et notamment des réparateurs indépendants qui sont vos clients, que signifie cette bascule vers le SDV et surtout quels seront les impacts les plus immédiats pour les métiers de l'après-vente? Bonjour à tous. Alors, merci Derek pour l'introduction, puisque si côté constructeur, il est très simple d'avoir une monomaîtrise d'un seul type de plateforme et d'une seule technologie, en après-vente, la complexité consiste à entretenir, réparer l'ensemble des générations des véhicules et donc l'ensemble des technologies. Donc, dans une structure aujourd'hui de réparation, qu'elle soit avec une spécialité mécanique, carrosserie ou centre d'entretien, il convient que le personnel qui travaille au sein de l'atelier ait les capacités et la formation pour prendre en charge un véhicule ancienne génération, nouvelle ou future.
Très concrètement, on a encore peu de structures HPC qui sont sur le parc roulant, hein, qui rentrent en après-vente, notamment en dehors de la prévente constructeur. On en a quelques-unes forcément avec Tesla qui est, je dirais, peut-être le premier constructeur à répandre cette technologie maintenant depuis la dernière décennie. C'est des choses qui sont plutôt bien maîtrisées maintenant via nos outils de diagnostic, mais également nos plateaux d'assistance technique d'aide à la réparation. Alors qu'au départ, c'était un petit peu complexe, puisque un constructeur comme Tesla n'avait pas prévu de prise OBD sur ses véhicules sur les premières unités qui ont été distribuées en Europe. C'est désormais réglé. On fait aussi un petit peu de SDV, si je peux me permettre, en termes de prestations, car avec la démocratisation des solutions de remote diagnostic, donc de prestations de diagnostic à distance, on est déjà dans la personnalisation client. C'est-à-dire quand on rajoute une option pour que les rétros soient chauffants électriques, attelage ou quoi que ce soit, on est bien avec de l'ajout de software sur un véhicule, même sur une structure aujourd'hui actuelle. Je rebondis sur le sujet de la personnalisation des véhicules. Ça va être évidemment l'un des objectifs premiers du SDV. C'est nouveaux cas d'usage, nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître dans les véhicules et qui seront destinés principalement évidemment à l'automobiliste. Est-ce que vous avez quelques cas d'usage concrets à me citer, Derek, que va pouvoir permettre cette technologie du SDV à terme? Oui, aujourd'hui, on commence juste à voir les premières fonctions. Il y a la fonction pour les projecteurs, pour les phares, où normalement, dans une voiture qu'on vend, il y a toujours 3 niveaux de projecteurs. Il y a en gros le base, la moyenne et le haut de gamme. Avec une SDV, ce qu'on commence à voir, c'est que le constructeur va livrer la voiture avec l'hardware du haut de gamme et qui va gérer les niveaux avec du soft. Ça, c'est déjà une fonction qui est offerte, surtout avec les voitures allemandes. On voit aussi tout ce qui est ce qu'on appelle Power on Demand. Avec une voiture électrique, on peut gérer la puissance du moteur. Pareil avec du soft. Si le moteur était designé et spécifié plus puissant, on peut toujours faire moins et après le customiser pour le client en rajoutant de puissance s'il veut, s'il est prêt à payer pour. D'accord, donc on est vraiment un véhicule qui répond aux besoins de l'automobiliste en fonction de son utilisation, des applications de la voiture. Exactement, c'est aussi important pour peut-être les enfants qui commencent à conduire. Peut-être une moteur avec une puissance de 200 kW pour quelqu'un qui vient juste avoir son permis de conduire. Peut-être c'est trop puissant. Avec le software, on peut toujours gérer quand il ou elle rentre dans la voiture, on baisse la puissance pour une conduite un peu plus calme et modérée. Et une fois qu'il passe ce niveau de permis de conduire, il peut avoir plus de puissance. Clément, on vient de voir quels étaient les cas d'usage pour le consommateur final. Évidemment, il y a des cas d'usage évidents qui vont se matérialiser pour les réparateurs, pour les ateliers. Il y a évidemment ces mises à jour, notamment over the air, à distance, qui vont transformer en profondeur la manière dont les ateliers interviennent sur les véhicules. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Oui, parfaitement. On pense que cette difficulté qui rime souvent avec opportunité va ouvrir beaucoup le champ des possibles en après-vente. Il y aura probablement des usages qui seront appliqués notamment avec la distribution indépendante qui pourra prendre une grande partie du deal là-dedans, notamment via ces réseaux de garage. On va pouvoir aussi, et on devra, je pense, en tant qu'équipementier, changer la façon dont on fait du diagnostic, puisqu'nous, on est aussi aujourd'hui dans une logique où je branche un boîtier de diagnostic, j'ai un logiciel à côté sur un support PC ou tablette, je vais chercher des données dans le serveur du constructeur et je les remets dans le véhicule. Là, il va falloir qu'on change un petit peu notre façon de fonctionner, puisqu'il faudra qu'on accède au serveur du constructeur pour faire du diagnostic et de la personnalisation en distance. La question, c'est quel écosystème va pouvoir être créé afin que l'ensemble des membres de notre chaîne de valeur puissent y participer. Ces services que vient d'évoquer Clément, Derek, est-ce qu'ils seront réservés aux constructeurs? Seront-ils les seuls à pouvoir effectuer ces mises à jour à distance?
Merci pour les questions. C'est une question qui n'est pas facile, hein, forcément. Je pense que, peut-être pour reprendre, ce qui est le plus important avec les mises à jour dans la voiture, c'est la sécurité. Et une fois qu'une voiture est connectée, la sécurité de voiture est vraiment basée sur le chaîne le plus faible pour rentrer dans la voiture. Il y a un vrai risque. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de normes aujourd'hui liées aux cybersécurité. Les constructeurs, ils sont mandatés et responsables pour la cybersécurité, et comme j'avais dit, 15 ans après le end of life de la voiture. Ça veut dire à peu près 20 ans après le SOP. Être mandaté en charge de sécurité et cybersécurité, je pense au moins au début, le constructeur va contrôler qui peut faire les mises à jour dans la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il va les faire eux-mêmes tout le temps, mais ça veut dire qu'ils vont devoir au moins certifier qui fait les mises à jour, et ça doit passer toujours par la sécurité des constructeurs. Rodolphe, avec le SDV, il y a donc un risque, l'écart entre réseau constructeur et opérateurs indépendants sur ce marché de la prévente se creuse sur l'accès aux données du véhicule. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez insisté sur le rôle de la législation qui a évidemment un rôle à jouer. Et pour garantir donc une équité entre tous les acteurs du marché, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait inclure dans ce cadre réglementaire pour que les indépendants puissent travailler à armes égales avec les réseaux constructeurs? Oui, tout à fait. Là, je vois sur votre slide, c'est indiqué choc. Ça peut être un choc, alors pas uniquement pour les indépendants, hein, pour tous les fournisseurs, parce que dans la chaîne de valeur, les OEM, les constructeurs, sont un peu au centre, quelque part, hein. Et ce qui est clé dans le SDV, c'est la data. Ce qui génère la data, c'est le véhicule. Et ceux qui aujourd'hui possèdent la data, ce n'est même pas forcément les propriétaires du véhicule, mais c'est le constructeur. Donc là, alors, je ne sais pas si c'était du même avis, on considère que les dés sont un peu pipés, si je peux me permettre cette expression-là. Et donc, effectivement, il faudrait, de notre point de vue, qu'il y ait une législation qui favorise la standardisation des échanges de données, les formalismes des données, etc. Comme on a un peu des formalismes bien spécifiques comme l'autosar dans le code logiciel, il faudrait avoir des choses identiques dans toute la chaîne de la valeur, du cloud jusqu'au véhicule, et donc en passant par tous les acteurs, tant les fournisseurs de rang 1-2 que les acteurs de la rechange, et j'allais dire même que les utilisateurs finaux. Ça s'étend même aussi aux assureurs, etc. etc. Ouais. Voilà. Clément, je sais que vous êtes impliqué sur le suivi de l'évolution, de la réglementation sur le Data Act. On en a parlé pendant. Je ne sais pas si vous avez un regard particulier sur l'évolution de la réglementation et sur la capacité évidemment des acteurs indépendants d'intervenir à terme sur ces nouveaux véhicules. Oui, c'est un sujet qui est assez passionnant, et à tel point qu'il a, pour la première fois, réuni l'ensemble des fédérations de distribution, de fabricants d'équipements de garage, d'après-vente, sur un seul et même groupe de travail pour prôner un Data Act sectoriel, puisque quand on est sur un véhicule à structure HPC, c'est un véhicule connecté, donc on est dans le monde des objets connectés, et le Data Act encadre cela. En revanche, on ne peut pas mettre une enceinte connectée d'un fabricant américain à côté d'un véhicule qui doit encadrer la maintenance sur le marché européen. On demande un Data Act sectoriel à l'après-vente qui soit aussi bien détaillé que l'était la norme pass-through, l'homologation du véhicule avec l'accès à la donnée, mais avec un vrai côté opérationnel, puisque il y a une double difficulté pour les deux parties là-dedans. Forcément, la pré-vente veut toujours accéder à toutes les données gratuitement, et les constructeurs veulent toujours les verrouiller, mais c'est souvent pas pour des raisons de blocage. Il est techniquement aujourd'hui très compliqué pour un constructeur de venir mettre la bonne barrière sécuritaire dans son serveur, puisque une personne mal intentionnée pourrait effectivement
avoir des dégâts très importants sur une flotte de véhicules d'un constructeur ou d'un pays. Donc il faut qu'on arrive à trouver cette place de deal opérationnelle dans le cloud afin qu'on arrive à faire de la réparation et de la maintenance. On vient de le voir, donc avec le SDV, il y a évidemment un risque lié à la sécurité, mais aussi un risque pour les acteurs indépendants d'avoir un accès qui soit plus restreint aux données de ces véhicules. Mais on a également des opportunités potentielles et de nouveaux services qui pourraient émerger avec la généralisation du SDV. Derek, chez Valeo, vous avez notamment évoqué la montée de la réparabilité électronique avec le SDV. On sait que c'est un sujet sur lequel vous êtes fortement présent avec notamment toute l'activité Riman qui est développée au sein du groupe. Est-ce que c'est une vraie opportunité pour le secteur de la prévente? Ouais, je pense absolument. Je pense que on ne se rend pas compte toujours du prix d'un ordinateur central dans la voiture. Un ordinateur central dans la voiture aujourd'hui, ça vaut à peu près le même qu'un moteur 4 cylindres. Alors, quand un moteur 4 cylindres tombe en panne, on ne le jette pas. Non, on essaye. Le repart. Et je pense que pour quelque chose qui a tellement de valeur dans la voiture, il va falloir qu'on apprend comment réparer aussi l'électronique dans la voiture. Alors, je pense que on avait commencé il y a des années avec Bosch et d'autres, le filière électronique avec les alternateurs, les démarreurs, mais aussi tout ce qui est compresseur dans la voiture, plutôt mécanique. Et maintenant, il va falloir développer, je pense, le filière de réparation pour l'électronique, pour ces ordinateurs centrales. Et ils sont trop chers pour juste pouvoir les changer quand on a une petite panne dedans. Alors, on vient de le voir, on a parlé donc de mise à jour aux heures d'hier, du développement du logiciel, de réparabilité électronique. Évidemment, c'est des nouvelles compétences que vont devoir acquérir les ateliers de demain. Quels sont ces nouveaux réparateurs de demain, selon vous, Rodolphe? Quel pourrait être le visage du garagiste? Alors, je ne sais pas si on doit l'appeler 2.0, 3.0. Ce sera un réparateur de logiciels, il faut dire quelque part. Bon, d'électronique, bien entendu, mais de logiciels aussi. Comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on va dans un garage, le garagiste branche la valise, il voit les codes défauts qui arrivent, donc il y a les 35 premiers. Bon, pas de chance, si le vrai défaut, c'est le 40e, il ne le verra pas, et puis là, il va passer beaucoup de temps à essayer de le détecter. Demain, ce qui sera possible, comme on pourra changer les logiciels, comme on change une application sur un smartphone, c'est de mettre des logiciels, appelons-les espions, dans les voitures pour faciliter les réparateurs dans leur détection des défauts. Par contre, là, ça va sous-entendre que leurs compétences en matière de développement logiciel, tout simplement, à savoir ce que c'est qu'une variable, comment est-ce qu'elle passe d'un calculateur à l'autre, par quel bus, sont des notions qu'ils devront maîtriser pour réparer au plus vite les logiciels. Et, alors, soit en mettre un nouveau, soit... Bon, là, tout est ouvert. L'histoire du SDV n'est pas encore complètement écrite. Elle est encore à écrire. Et c'est-à-dire là une chance. Tout à l'heure, on parlait des problèmes des données, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il y a un peu des deux. Par contre, cela ouvre aussi un grand champ des possibles, et pour tous les acteurs. Donc là, il faudra un peu être imaginatif et saisir les opportunités. Vous souhaitiez apporter un complément, Oui, Derek? 100% d'accord. Et je pense que l'accompagnement des garagistes est aussi très, très important. C'est pour laquelle on a lancé dans ce qu'on appelle Tech Academy, vraiment dans l'éducation, comment comprendre les pannes et comment être mieux préparé pour les réparer dans le futur. Je crois savoir qu'une conférence a été présentée ce matin sur le stand Valeo à ce sujet notamment. J'aimerais qu'on poursuive ensemble, Clément, sur les risques pour le réparateur. Peut-être qu'avec la généralisation du SDV, l'électrification du parc roulant, qui va être aussi évidemment une grande transformation pour ces métiers de la prévente, avec l'ensemble de ces nouvelles technologies, finalement, le volume d'opérations de maintenance, en tout cas mécanique, risque de se réduire à terme. Est-ce qu'on doit craindre, selon vous, une diminution du nombre d'ateliers dans les prochaines années ?
C'est une bonne question. Vous n'avez pas votre boule de cristal avec vous? Je n'ai pas de boule de cristal, non, effectivement, avec moi. Ce qui est sûr, c'est que tous ces challenges, hein, que ce soit les gateways, avec donc les passerelles de sécurité pour éviter les anglicismes, déjà aujourd'hui l'entretien du software avec les solutions de services à distance pour supporter les opérations réputées complexes. On y est, hein, on a passé, nous, chez La Goodman, les 10 000 tickets par mois. Donc on fait 10 000 opérations tous les mois pour aider à coder un véhicule ou mettre à jour un ou des calculateurs. Donc je pense que ces centres de traitement vont augmenter, vont être dupliqués, qu'il y aura effectivement besoin de plus de puissance de calcul pour l'aide au diagnostic. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a déjà ajouté dans nos outils de diag depuis que l'IA nous file un coup de main à calculer plus vite et à condition d'avoir des bases de données qui sont dédiées à ça, hein, bien entendu. Et côté aptitude, moi je ne suis pas trop inquiet puisque réparer déjà un véhicule actuel, c'est très compliqué pour un réparateur. Quand vous analysez entre l'entrée de la molécule d'air à la sortie à l'échappement sur un véhicule Euro 6, vous avez tellement de sous-systèmes entre la pompe à chaleur qui file un coup de main le matin, le dosage parfait dans l'injection, l'électrification hybridée, le traitement après ensuite turbocompresseur, le FAP, le catalyseur, etc. C'est peut-être plus compliqué qu'à réparer une structure HPC quand notre écosystème sera prêt. On a évoqué les nouveaux cas d'usage qui vont se développer avec l'ensemble des données qui seront générées par le SDV. Selon vous, Derek, quels pourraient être ces nouveaux services qui pourraient représenter demain un relais de croissance pour ces acteurs de la prévente indépendante? Est-ce que vous avez des idées sur le sujet? Je pense qu'il ne faut pas, il faut pas oublier qu'une SDV, c'est juste l'architecture électronique. Une SDV, c'est toujours une voiture. Il y a beaucoup plus de hardware dans l'idéal dans une SDV parce que sans le hardware, on ne va pas pouvoir rajouter des fonctions dans le futur. Alors, il n'y aura pas moins à réparer qu'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y aura plus. Mon rêve, vraiment, c'est avec le data et ce qu'on commence à voir, c'est d'avoir le maintenance prédictif pour pouvoir anticiper les pannes et même peut-être organiser un peu la réparation, la maintenance des voitures un peu mieux pour le consommateur final. Alors, je pense que ça ouvre les possibilités au lieu que de les enlever dans le futur. Lorsqu'on a préparé cette table ronde ensemble, Rodolphe, vous m'avez évoqué la possibilité pour des enseignes multimarques, hein, pas que des réseaux de constructeurs, donc des enseignes comme Midas, Noroto et d'autres qui sont présentes aujourd'hui sur le salon Équipe Auto, de développer leur propre application embarquée. Selon vous, c'est vraiment réaliste à terme? Oui. Tout dépend. Alors, à quelle vitesse et dans quelle ampleur, tout dépendra de quelle data et dans quelle quantité on pourra avoir accès au niveau du véhicule. Après, on peut un peu contourner ça. C'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais si une des marques que vous avez citées conclut un accord pour que le conducteur du véhicule sur son smartphone accepte qu'on suive le véhicule pendant que l'utilisateur en prend possession et puis qu'il corrèle ça avec le temps, peut-être qu'il pourra lui dire quand est-ce qu'il faut changer des essuie-glaces. Bon, hein. Là, il n'y a pas besoin de passer par les données de l'OEM qui vont savoir exactement à l'unité près combien l'essuie-glace a balayé de fois le pare-brise. L'exemple vaut ce qu'il vaut. Mais tout ça pour montrer qu'il faut être peut-être un peu astucieux et faire avec ce dont on dispose. Après, il peut avoir la possibilité de, tout simplement via la prise OBD, il y a énormément de choses qui vont sortir. Et d'exploiter ces données. Et là, rien n'interdit à tout acteur de développer ses propres applications avec l'IA pour faire de la maintenance prédictive, organiser la commande en avance des pièces. Après, peut-être qu'on peut voir que, je ne sais pas, je vais dire quelque chose tout bête, mais en hiver, on va commander plus de pneus neige. Bon, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais il peut y avoir plein de choses comme ça qui permettent d'optimiser les flux de matériel à changer sur un véhicule. Et puis aussi, il faut regarder le verre à moitié plein.
une voiture, il faut toujours qu'elle freine, donc on continuera à changer les plaquettes. À la limite, une voiture électrique, il y a plus de couple, ils usent plus les pneus, etc., etc. Tout n'est pas forcément négatif au premier degré. Ouais, il reste des opérations évidemment de maintenance à réaliser sur ces véhicules. Vous venez de le dire, Clément, finalement, la maintenance d'un véhicule SDV sera plus simple peut-être que la réparation d'un moteur Euro 6. Finalement, c'est un message rassurant à l'égard des ateliers qui peuvent appréhender cette mutation qui se présente devant eux. Oui, je pense que le marché IM et les équipementiers qu'on représente notamment sur cette scène ont toujours relevé les défis et à une fréquence qui s'est quand même vraiment accélérée dans ce nouveau monde à la sortie du Covid. Quand on faisait Équipe Auto il y a 3 ans, 3 ans, ouais. on se demandait si les services remote diagnostic avaient de l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, avec les chiffres qu'on vous indiquait, il n'y a plus de questions. Il y aura probablement même plus de collaboration entre les acteurs qui sont sur cette chaîne de valeur pour créer des nouveaux business. Donc, moi, je suis plutôt très confiant sur cet avenir et sur les capacités du marché français et européen à le relever. Oui. On arrive au terme du délai qui nous était imparti. On est évidemment sur un salon qui se destine aux acteurs de la rechange indépendante et de la réparation automobile. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes ici présentes et plus globalement aux réparateurs indépendants pour se préparer à l'arrivée massive du SDV d'ici 2030, hein, c'est les chiffres qu'on a vus sur ma présentation, quel serait ce conseil? Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. Peut-être vous, Clément, vous avez le micro. Là. Je dirais que en fonction de la spécialité de la structure de réparation, il faut déjà bien choisir ses activités pour avoir une feuille de route assez claire. Vous connaissez l'adage qui dit le meilleur moyen de rien faire, c'est de vouloir tout faire. Donc il va y avoir beaucoup de spécialités, tant sur la partie logicielle ou la partie ADAS ou la partie réparation de batterie, on aura de quoi s'occuper, même pour ceux qui souhaitent être multi-activités. Donc le dirigeant doit vraiment être très clair avec sa feuille de route. On a tous maintenant énormément de solutions de e-learning, de Tech Academy, de solutions de maintenance, etc. Une fois qu'on a défini cette feuille de route, il faut bien évidemment se former, ça ne change jamais, mais surtout s'informer. La question, c'est quoi le schéma de principe du système sur lequel je vais intervenir et quels sont mes besoins au préalable pour que ça soit rentable et productif dans mon atelier. Derek, Rodolphe, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, vous êtes peu en contact avec les réparateurs, mais votre vision reste malgré tout très intéressante sur le sujet. Bon, j'allais dans la continuité en insistant sur le côté monter en compétences logicielles. Hein, il y a de plus en plus, maman vous le montrez, il y a de plus en plus de lignes de code dans une voiture. Quelque part, ça va avoir un impact sur la manière dont on va réparer les voitures. Ce qu'il faudra réparer, la vitesse à laquelle on va les réparer. Et aussi, qui dit logiciel, ça a été évoqué, dit cybersécurité et avoir une organisation cybersécurité, alors, mais pas seulement à l'échelle du garage, mais au-delà. Alors, en termes à la fois de logiciels de cybersécurité, mais aussi de procédures, de rôles dans ces organisations de cybersécurité. Ça sont des choses complètement nouvelles dès qu'on commence à se faire envahir par le logiciel, j'allais dire. Voilà. Derek, je vous laisse terminer. Oui, je vais... bien sûr, c'est important les logiciels, mais je reviens toujours au point cité sur la repérabilité. Le plus de logiciels que dans la voiture, ça veut dire que le plus puissant, c'est le calculateur dans la voiture. Et on doit développer une filière pour le réparer parce qu'il y a un challenge particulier. C'est qu'on va vouloir le sortir, l'ordinateur qui est en panne, le réparer et le mettre le même dans la voiture. Et ça, on ne fait pas d'habitude. Un alternateur qui est remanufacturé, on prend le prochain même niveau, même numéro de série. Mais c'est important de remettre vraiment le même ordinateur dans la voiture pour les logiciels. Parce qu'on ne sait pas quelle mise à jour il a, on ne sait pas quelle fonction la personne a acheté pour cette voiture. Alors, le filière doit être développé et je pense que ça va prendre quelques années pour le faire.
Et c'est un grand challenge. Alors, c'est un challenge pour tout le monde et surtout pour les garagistes, parce que ça va des pièces qui vont coûter cher. Alors, si on commence à les changer, on commence à les envoyer à droite, à gauche, le délai est important, le coût est important et le suivi des gens comme Valio, comme Bosch, comme Forvia, avec le Tech Academy, est vraiment aider les garagistes à apprendre qu'est-ce qu'il faut faire et comment ils vont diagnostiquer pour savoir qu'est-ce qui est en panne et qu'est-ce qu'il faut faire avec. Ouais, et puis finalement, ça correspond au métier premier du garagiste, qui est celui de réparer, alors soit un véhicule, évidemment, un équipement électronique. Merci beaucoup à vous trois, messieurs. Avant de rendre définitivement le micro, je voulais peut-être profiter de la présence de nos trois experts pour, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, éventuellement sur un sujet. On a un petit comité, donc autant en profiter. Ah, allez-y, attendez, je vais vous apporter un micro. Bonjour. Au niveau de la formation de nos jeunes sur ces nouvelles technologies, est-ce qu'il existe aujourd'hui déjà des cursus qui se préparent ou qui existent pour les intégrer dans nos ateliers d'ici quelques années? Je crois qu'elle est pour toi, Clément. Alors, on n'a pas de BTS réparation de logiciels, si concrètement pour répondre à votre question. Néanmoins, on touche quand même de la structure liée à la communication, donc du CAN, du bus, dès le BTS, MVA, maintenance des véhicules automobiles. On pousse, nous, en tant qu'équipementier, à avoir toujours des solutions dernier cri au sein des CFA ou lycées professionnels par des formules tarifairement et économiquement accessibles afin de pouvoir démontrer c'est quoi les challenges de demain et que les opérateurs soient prêts lorsqu'ils sortiront des bancs de l'école. Et puis, il y a un vrai retour, en tout cas dans nos filiales après-vente, de l'apprentissage parce qu'on est dans des métiers qui n'existent pas. Nous, on a une cellule d'assistance à la réparation chez Ella Gutmann en France. Il n'existe pas de BTS Outliner. Donc du coup, le choix, c'est vraiment de préparer les talents de demain par de l'accompagnement et de la transmission de compétences qui se fait sur le long terme. C'est comme aller préconiser un outil de diag ou un outil ADAS. Il n'y a pas non plus de BTS ADAS. Par contre, quand vous prenez un jeune qui a un parcours technique, une connaissance de l'atelier et de la distribution, généralement, c'est redoutable parce qu'il va faire ce métier par passion et envie. Vous souhaitiez peut-être non, pas du tout, Derek. Je vous ai prendre le micro, je pensais que vous souhaitiez compléter, non? C'était tellement bien expliqué par Clément, je pense que... Bon. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement dans la salle? Non, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure cette table ronde. Merci beaucoup, messieurs, à vous trois, en particulier Rodolphe et Derek. Je sais qu'encore une fois, on peut les applaudir, c'est mérité. Merci également au public qui a assisté à cette table ronde. Si vous souhaitez prolonger la réflexion autour du SDV, évidemment, le journal de la rechange et de la réparation continuera à suivre de près ces évolutions techniques à travers des dossiers, des interviews, évidemment, dans les analyses dans nos prochains numéros. Merci encore pour votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon salon.